Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Brou et je suis Community Manager francophone de Springboard. J'apporte un appui à Nathalie Tibel qui a préparé cette présentation sur Zebra. Nathalie est membre de l'équipe de recherche, suivi et évaluation du Centre des programmes de communication de l'Université Johns Hopkins. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une boîte à outils digitale Zebra que Breakthrough Action a lancée en mars 2023 et vous donner quelques exemples de son utilisation. Plus de la moitié des maladies infectieuses connues sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'elles se transmettent entre l'homme et l'animal, et on estime que les trois quarts des maladies infectieuses émergentes proviennent des animaux. Comment un enfant jouant près d'un arbre avec des excréments de chauve-souris peut-il se transformer en une épidémie de maladies à virus Ebola? Comment le fait de laisser de la nourriture découverte dans un foyer où vivent des rats peut-il provoquer une épidémie de fièvre de Lassa? Nous savons que le comportement humain à l'interface entre l'homme, l'animal et l'environnement influence la transformation des expositions en cas, des cas en épidémie et des épidémies en pandémie. Mais comment savoir quels sont les facteurs qui influencent ces comportements critiques afin de pouvoir prévenir et arrêter les épidémies? Je présenterai brièvement les composants et l'objectif des Zebra afin de fournir un contexte pour les cas d'utilisation. Mais pour préparer le terrain de notre discussion, je voudrais prendre les premières minutes pour une brève réflexion. Voici la page d'accueil de Zebra. Ces deux affirmations constituent la tête de ce projet. Le comportement humain est à l'origine des épidémies et peut les arrêter. Et la recherche comportementale nous aide à prévenir, détecter et répondre aux maladies zoonotiques, dont beaucoup ont un potentiel épidémique, dans le contexte de l'approche Une seule santé. Prenons une minute pour réfléchir aux facteurs qui déterminent si une personne adopte un comportement sain ou maintient des comportements à risque face à une épidémie potentielle ou en cours. Pour les besoins de notre réflexion, nous pouvons nous limiter à l'exemple d'une personne choisissant de porter un masque lors d'une épidémie de virus respiratoire. Une réflexion rapide nous rappelle que les facteurs qui influencent les comportements, connus sous le nom de déterminants de la santé, interagissent de manière complexe, varient en fonction du lieu et évoluent dans le temps. Dans notre exemple de port de masque lors d'une épidémie de virus respiratoire, nous pouvons constater qu'il existe plusieurs facteurs déterminants. Les gens savent-ils que les masques les protègent? Savent-ils faire la différence entre un masque de très bonne qualité et un masque de mauvaise qualité? Pensent-ils que le virus constitue une menace sérieuse? Pensent-ils personnellement que le virus pourrait les infecter et qu'il serait grave qu'ils contractent la maladie? Ont-ils de l'argent pour acheter des masques? Pensent-ils que les masques sont efficaces? Font-ils confiance aux autorités de santé publique qui font la promotion des masques? Existe-t-il des normes favorables au port du masque? Ou les gens stigmatisent-ils ceux qui portent des masques? Les masques sont-ils devenus un symbole politique? Les gens oublient-ils tout simplement de les porter en public, à moins qu'on ne leur rappelle constamment? Je suis sûr que ces questions résonnent en vous lorsque vous pensez aux récentes batailles concernant le port de masques pour la COVID-19. Même au cours d'une pandémie, la demande de masques a été très forte pendant une certaine phase, à tel point que les gens ont considéré qu'il était de leur devoir civique de donner du temps et du tissu pour fabriquer des masques. Dans certains endroits, les masques n'ont jamais été très demandés. Plus tard dans la pandémie, au moins dans certains endroits, les masques sont devenus une déclaration politique. Les déterminants du comportement sont donc très complexes et il ne s'agit pas de concepts universels ou statiques. Ils varient selon les lieux et évoluent dans le temps. L'identification et l'examen des facteurs qui influencent les comportements multiples à l'interface entre l'animal, l'homme et l'environnement sont particulièrement complexes. Plusieurs facteurs font qu'il est difficile de collecter ce type de données ou même de savoir par où commencer. Il existe une grande variété de comportements possibles qui peuvent
conduire à un événement zoonotique ou à une épidémie. Il n'y a pas le même consensus que pour une maladie comme le paludisme ou le VIH. Une seule maladie compte plusieurs. Si des recherches considérables ont été menées en Afrique et en Asie au cours des 10 dernières années sur certaines zoonoses telles que la rage ou la maladie à virus Ebola, d'autres maladies restent sous-étudiées d'un point de vue comportemental. De nombreuses populations influencent les facteurs pertinents et leur importance varie en fonction de la phase épidémique. Quels que soient les déterminants, nous avons désespérément besoin de ce type d'informations pour que la communication sur les risques soit stratégique et trouve un écho auprès des gens. En ensemble de données, les autorités sanitaires réagissent et se démêlent au lieu de communiquer de manière proactive pour combler les lacunes en matière d'information et répondre aux véritables préoccupations et perceptions de la population. Zebra. Le zebra tente de combler certaines de ces lacunes. Lorsque nous avons commencé à travailler dans l'espace JSCC fin 2017, début 2018, et dans chaque réponse ultérieure, nous avons constaté que nous avions besoin de données comportementales. Toute notre expertise en matière de communication des risques et d'intervention sociale et de changement de comportement, tout l'apprentissage collaboratif que nous avons fait au sein des équipes de sécurité sanitaire mondiale au cours des dernières années, nous l'apportons ici pour aider les gens à faire cette recherche de mieux en mieux au fur et à mesure que chaque urgence se profile et se produit. En normalisant et en rendant facilement disponibles les informations sur la façon d'explorer les déterminants comportementaux des maladies zoonotiques dans leur contexte localisé et dynamique. Examinons maintenant brièvement les différents composants de Zebra qui aident les utilisateurs à faire cela, avant de passer à quelques cas d'utilisation. Zebra comporte 4 éléments principaux que nous allons examiner brièvement. Ces composants fonctionnent ensemble et peuvent également être utilisés ou référencés individuellement en fonction des besoins de l'utilisateur. Nous sommes partis des 14 maladies zoonotiques prioritaires et nous avons dressé une liste de comportements standards qui ont été étudiés dans le cadre de la recherche Breakthrough Action. Il s'agit d'une référence rapide qui minimise la recherche d'informations de base sur les maladies concernées. Ils sont répertoriés et peuvent être filtrés par maladie. Zebra permet de mettre en évidence les comportements associés à la maladie concernée et indique les autres maladies pour lesquelles le comportement est pertinent. Différents comportements peuvent être plus importants pour mettre l'accent sur un stade donné de l'épidémie ou sur d'autres circonstances et d'autres contextes locaux. Des considérations sur la manière de sélectionner et de hiérarchiser les comportements sont discutées. Nous avons également rassemblé les outils de recherche qualitatifs et quantitatifs que les gens ont utilisés pour explorer les zoonoses et nous avons étiqueté chaque question par maladie. Cela permet aux utilisateurs de générer un questionnaire personnalisé avec des questions testées relatives aux maladies qui les intéressent. Nous avons commencé à compiler quelques thèmes transversaux qui sont apparus dans différents contextes et nous avons également mis à disposition nos rapports de recherche par maladie. Enfin, nous avons également des pages nationales que les équipes et les groupes One Health peuvent utiliser comme un point de départ pour les données comportementales et pour résumer le paysage de One Health. Il sert de référentiel national supplémentaire pour la recherche comportementale et d'autres informations, outils et ressources liées à One Health. Voyons maintenant qui et comment ces différents éléments peuvent être utilisés.
Examinons quelques exemples de scénarios pour replacer ces composants et profils d'utilisateurs dans leur contexte. Voici le premier scénario. Le virus H5N1 circule chez les volailles sauvages et diverses autres maladies sauvages et domestiques. Des cas individuels ou de petits groupes de cas continuent d'apparaître. Vous êtes une équipe gouvernementale d'intervention en cas d'épidémie dans un pays couvert par le GSCC. Vous avez entendu parler d'oiseaux dans le Montana, d'un groupe d'enfants au Cambodge, de dolphins. La maladie semble grave mais limitée pour le moment. Vous vous souvenez des phases de pandémie de l'OMS? Il existe une phase correspondant exactement à la situation actuelle. Phase 2. Un virus grippal animal circule et a infecté l'homme dans quelques cas. Même si le risque pour l'homme est actuellement considéré comme faible, une mutation de la maladie pourrait augmenter le risque et le nombre croissant d'infections chez différents mammifères est à surveiller. La pandémie de grippe de 1918 était d'origine aviaire. Quelles sont les recommandations pour la phase 2? Réviser les plans nationaux de préparation et de réponse. Développer les systèmes de surveillance intersectorielle. Achever la planification des communications et commencer les activités de communication. Promouvoir chez les individus des comportements bénéfiques pour l'autoprotection et planifier l'utilisation des traitements et des vaccins. Revenons à vous, membre de l'équipe d'intervention en cas d'épidémie. Compte tenu de la situation, vous avez deux objectifs. Vous voulez éviter que les gens ne s'exposent à la grippe aviaire à partir d'animaux, volailles sauvages ou domestiques, ou de tout autre mammifère qui a été touché par ces oiseaux. Deuxièmement, vous voulez anticiper et commencer à vous préparer à une mutation du virus qui le rendrait plus transmissible entre humains. Cela vous permettra d'élaborer et de prétester du matériel de communication qui pourra être utilisé rapidement pour soutenir les objectifs 717 en cas d'épidémie humaine durable. Pour le premier objectif, vous souhaitez effectuer une surveillance comportementale de l'interface homme-volaille dans certaines zones à haut risque de votre pays. Les gens prennent des précautions pour éviter de s'exposer au virus H5N1. Pourquoi et pourquoi pas? Les messages de la phase 2 que nous diffusons atteignent-ils les gens et les motivent-ils? Par où commencer avec cet exercice? Si je cherche sur Google, comment empêcher les gens d'attraper la grippe aviaire à partir d'un animal, j'obtiens 2,6 millions de résultats. Le CDC, l'OMS et l'USAID proposent des informations simples sur la façon de se protéger, mais il faut beaucoup de recherches et de lectures pour obtenir une liste claire des comportements à adopter. Si je consulte ensuite en base pour trouver des questionnaires, il y a 6714 articles sur la prévention de la grippe aviaire. Si je cherche des données d'enquête existantes, il y a encore plus de 500 articles qui sont pour la plupart non pertinents aux différents de l'environnement où je suis responsable. C'est le premier défi que nous essayons de relever. Rationaliser le processus d'identification des comportements clés qui protègent les personnes ou créent des risques et collecter rapidement les données systématiques. Le tableau des comportements vous permet d'envisager votre propre scénario. Êtes-vous préoccupé par la propagation de l'animal à l'homme ou par la transmission de l'homme à l'homme? Vous intéressez-vous à une maladie en particulier? Vous choisissez les filtres que vous souhaitez afin de télécharger une liste de questionnaires de comportement.
Il y a ensuite des recommandations sur la hiérarchisation des comportements. J'ai donc choisi la grippe aviaire pour mon premier objectif, qui est de comprendre les interactions entre les personnes et la volaille. Je filtrerai davantage pour n'examiner que les interactions entre l'homme et l'animal. La liste des comportements est essentielle pour garantir que votre stratégie de communication aborde de manière exhaustive ce qui préoccupe les gens et ce qu'ils font. Les théories sur le changement de comportement en matière de santé nous apprennent que le simple fait de marteler le danger et la menace de la maladie met les gens en mode peur et les paralyse. Si vous avez des comportements spécifiques à éviter et d'autres précautions à prendre, et si ces comportements sont cohérents et clairement décrits, les gens peuvent passer de la paralysie due à la peur impuissante ou à la confusion à un état d'esprit qui les motive à agir. À partir de là, vous pouvez passer à la page sur la collecte des données. Sur cette page, vous pouvez passer en revue certaines considérations clés sur la conception de votre approche. Vous savez que pour cette maladie, pour cette menace actuelle de propagation du H5N1 par les animaux, vous voulez un questionnaire quantitatif qui examine les interactions avec les animaux au sein de la population générale. Le résultat de cette page est un questionnaire personnalisé pour vos maladies, votre population et la méthodologie qui vous intéresse. Vous disposez donc d'un bref questionnaire d'enquête que vous allez rapidement mettre en place dans les zones à risque ou les points chauds où l'interaction avec les volailles sauvages ou domestiques est importante, afin de suivre les comportements liés à cette interface. Mais maintenant, en prévision de la transmission interhumaine, vous voulez approfondir les raisons pour lesquelles les gens font ce qu'ils font à l'interface entre l'homme et la volaille, ainsi que la manière dont les gens perçoivent les mesures de protection ou le recours aux soins en cas de symptômes grippaux. Voici un scénario axé sur la fièvre de Lassa. Comme vous le savez, la fièvre de Lassa est endémique en Afrique de l'Ouest et se propage par un certain type de rats, généralement par le biais de leur urine ou leur excrément qui contamine la nourriture ou les produits ménagers. Elle se transmet également d'une personne à l'autre par contact étroit avec du sang ou des fluides, ce qui peut poser un problème de propagation dans les établissements de santé. Supposons que vous soyez chercheur dans un établissement où de petites épidémies sont en cours et que vous sachiez qu'il faut intervenir rapidement pour aider les gens à se protéger et que vous travaillez également à la révision du plan de communication national pour l'ASA pour les 5 prochaines années. Vous voulez donc comprendre le point de vue des prestataires de soins de santé, à la fois sur ce qui se passe dans les établissements de santé et sur les perceptions de la communauté. Vous souhaitez donc procéder à des IDI rapides avec des prestataires de soins de santé. Sur la page de collecte de données, vous allez filtrer la recherche qualitative, les IDI, sélectionner le prestataire de santé humaine et la fièvre de Lassa. Vous obtiendrez ainsi un questionnaire axé sur les comportements liés à la fièvre de Lassa et destiné aux prestataires de soins de santé. Vous cliquez sur télécharger votre questionnaire et vous pouvez ensuite l'adapter selon vos besoins. Nous avons évoqué le fait que dans ce scénario, vous ne disposez pas des ressources ou du temps nécessaire pour mener une étude communautaire approfondie. Mais vous souhaitez en savoir plus sur les déterminants comportementaux de la maladie de Lassa au niveau des ménages. Vous pouvez donc consulter cette page et voir si Breakthrough Action, où nous l'espérons,
D'autres partenaires ont effectué ce type de recherche qui pourrait ne pas figurer dans une analyse documentaire traditionnelle. En filtrant le tableau pour l'ASA et aussi la version anglaise, vous trouverez plusieurs rapports. Une étude documentaire, une étude de la littérature, une étude de base, une étude qualitative. Comme je m'intéresse à ce que l'on sait de l'Afrique de l'Ouest en termes de facteurs approfondis qui pourraient m'aider à élaborer ma stratégie de communication, je vais me pencher sur cette étude menée en Sierra Leone. Prochaines étapes de Zebra. Nous travaillons actuellement à ajouter des nouveaux pays qui font la mise en œuvre du programme DSCC du projet Breakthrough Action. Aussi la mise à jour des pages des profils des pays avec la recherche de Breakthrough Action en y ajoutant des études de cas sur l'utilisation de la recherche et des liens vers la recherche pertinente des partenaires. Également l'amélioration des outils et l'interface de Zebra sur base de retours d'informations des utilisateurs. Aussi, poursuivre l'analyse des résultats. Notre vision potentielle est d'utiliser Zebra comme plateforme pour héberger un tableau de bord pour une proposition d'enquête quantitative à grande échelle sur le comportement des zoonoses. Aussi, notre deuxième vision est d'accroître la fonctionnalité du répertoire pour les documents de communication relatifs à une seule santé et aux maladies zoonotiques prioritaires. Je vous remercie d'avoir passé du temps pour suivre cette présentation sur Zebra, qui est une boîte à outils digitale. Pour toute autre préoccupation et questions, je vous demande de contacter Nathalie Thibel, qui est membre de l'équipe de recherche suivi et évaluation du Centre des programmes de communication de l'Université Johns Hopkins, via le mail qui est visible sur le slide. Merci.